cause humaine, c'est la lutte contre l'esclavagisme. Ça, c'est vraiment, c'est le plus profond. Vous ne trouverez pas un grand écrivain, un grand cinéaste qui ne soit pas engagé pour cette cause. Il ne lui importe où on exerce l'esclavagisme. Peu importe. C'est l'esclavagisme en tant que tel. Et ça, c'est historique. Quand vous prenez le grand créateur, et vous voyez c'est le premier engagement, le deuxième engagement. Chez c'est la lutte contre le colonialisme. On a dit, le premier l'esclavagisme, le deuxième, c'est la lutte contre le colonialisme. La troisième lutte, c'est contre le colonialisme, quel qu'il soit. Qu'il soit américain, algérien, algérien, devenir un colonialiste, une cause humaine, c'est politique, ce serait de lutter contre le colonialisme d'Algérie. C'est-à-dire, la troisième cause humaine connue à travers le monde, c'est l'unité des droits fondamentaux. C'est-à-dire frapper des gens, une famille, un individu, un peuple, dans les bases de son existence. La santé, la nutrition, c'est ça. La quatrième cause humaine, c'est la cause de la liberté. Encore Israël, qu'est-ce que c'est? C'est pour concentrer les quatre causes. Là-bas. Ils ont réduit une bonne partie du peuple. Palestinien, c'est une politique coloniale. C'est une politique de déni pour le Palestinien. Tu dois éliminer à la vie, c'est-à-dire extrémité à la raison. Moi, je suis sûr. La quatrième cause, c'est qu'il prive de l'homme, du droit élémentaire à la liberté de déplacement. Voilà, et tout ça. Je suis venu qui est femme enceinte. Voilà, puis je ne dois pas parler de l'accouchement. Là, laisse-moi passer. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo and so much space. But when you're out there without care, yeah, I was out of touch. And it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy?
Michel Foucault publie en 1961 une histoire de la folie à l'âge classique. Il propose une lecture originale de l'idée de déraison en Occident. Foucault analyse la rupture qui s'opère à la fin du Moyen-Âge, quand les fous sont exclus de la société pour être enfermés et soumis au pire traitement. Jusqu'alors, le fou était plutôt bien accepté par la communauté. On le considérait comme une figure de la raison, détenteur d'une part de vérité. Il y avait le fou du roi et sa vertu critique, ou l'idiot du village, fêté dans les charivaris. La folie hantait l'imaginaire occidental, de Bosch à Dürer, de Bruegel à Erasme. Au XVIIe siècle se produit un changement décisif. Sur ordre du roi, les fous sont emmenés de force avec les vagabonds, les criminels, les débauchés, les homosexuels, tous ceux qui dérangent l'ordre social. C'est ce que Foucault appelle le grand renfermement. Et donc, finalement, il n'y a pas eu de dégâts. C'est bien ça? Pas eu de dégâts? Comment ça? Ah, c'est vrai. Seulement une antenne sur l'immeuble, en face de chez moi. Et moi? Et moi? Oh! Allô? Ah. Oh! 91 centimètres. Je suis exactement à 91 centimètres de moi. Les manipulateurs de la publicité, avec le cynisme traditionnel de ceux qui savent que les gens sont portés à justifier les affronts dont ils ne se vengent pas, lui annoncent aujourd'hui tranquillement que, quand on aime la vie, on va au cinéma. Mais cette vie et ce cinéma sont également peu de choses, et c'est par là qu'ils sont effectivement échangeables avec indifférence. Le public du cinéma, qui n'a jamais été très bourgeois et qui n'est presque plus populaire, est désormais presque entièrement recruté dans une seule couche sociale, du reste devenue large. Celle des petits agents spécialisés dans les divers emplois de ces services dont le système productif actuel a si impérieusement besoin. Gestion, contrôle, entretien, recherche, enseignement, propagande, amusement et pseudo-critique. C'est là suffisamment dire ce qu'ils sont.
Il faut compter aussi, bien sûr, dans ce public qui va encore au cinéma, la même espèce quand, plus jeune, elle n'en est qu'au stade d'un apprentissage sommaire de ses diverses tâches d'encadrement. Au réalisme et aux accomplissements de ce fameux système, on peut déjà connaître les capacités personnelles des exécutants qu'il a formés. Et en effet, ceux-ci se trompent sur tout et ne peuvent que déraisonner sur des mensonges. Ce sont des salariés pauvres qui se croient des propriétaires, des ignorants mystifiés qui se croient instruits et des morts qui croient voter. Comme le mode de production les a durement traités, de progrès en promotion, ils ont perdu le peu qu'ils avaient et gagné ce dont personne ne voulait. Ils collectionnent les misères et les humiliations de tous les systèmes d'exploitation du passé. Ils n'en ignorent que la révolte. Ils ressemblent beaucoup aux esclaves, parce qu'ils sont parqués en masse et à l'étroit dans de mauvaises bâtisses malsaines et lugubres. Mal nourris d'une alimentation polluée et sans goût, mal soignés dans leurs maladies toujours renouvelées, continuellement et mesquinement surveillés, entretenus dans l'analphabétisme modernisé et les superstitions spectaculaires qui correspondent aux intérêts de leurs maîtres. Ils sont transplantés loin de leur province ou de leur quartier, dans un paysage nouveau et hostile, suivant les convenances concentrationnaires de l'industrie présente. Ils ne sont que des chiffres dans des graphiques que dressent des imbéciles. Ils meurent par séries sur les routes, à chaque épidémie de grippe, à chaque vague de chaleur, à chaque erreur de ceux qui falsifient leurs aliments, à chaque innovation technique profitable aux multiples entrepreneurs d'un décor dont ils essuient les plâtres. Leurs éprouvantes conditions d'existence entraînent leur dégénérescence physique, intellectuelle, mentale. On leur parle toujours comme à des enfants obéissants à qui il suffit de dire « il faut » et ils veulent bien le croire. Mais surtout, on les traite comme des enfants stupides, devant qui bafouillent et délirent des dizaines de spécialisations paternalistes, improvisées de la veille, leur faisant admettre n'importe quoi en le leur disant n'importe comment, et aussi bien le contraire le lendemain.
Et je te dis, mais tu sais, c'est vrai, j'exagère pas. Je te dirais aussi bien, moi, je sais pas, formidable. Parce que vraiment, ça l'est formidable. Quand on retourne les choses dans tous les sens, là, la vérité vraie, les yeux dans les yeux, tu ne peux pas sentir ça comme je le sens, voilà tout. Remarque, t'es plus intelligent que moi, forcément. Tu lis après ça, t'es plein d'idées, des idées percutantes, d'accord. Il est ridicule, ton blouson. Tiens, monsieur Tavernier. Il range toujours sa voiture sur les clous. Lui, les contraventions, les flics, il s'en fout totalement. Bonjour, monsieur Tavernier. Tu ne trouves pas qu'il a une classe extraordinaire? Un peu chic anglais. C'est un ancien Indochine, d'ailleurs. Après, l'Afrique du Nord, la Légion. Maintenant, il est dans les affaires. Depuis un mois, je le vois tout le temps, il achète des fleurs en pagaille. Non, mais regarde! Un bouton et hop, c'est fait. Moi, je te le cache pas, c'est la vie comme je la rêve. C'est un vieux truc. Finalement, ça veut dire qu'on est aliéné. Qu'est-ce que ça veut dire aliéné? Étymologiquement. Non, le mot. Dépossédé. Dépossédé, exactement. Il est dépossédé. De quoi est dépossédé l'aliéné dans ce cas-là? Par exemple, le matériel, une terre non aliénable, ça veut dire quoi? Une terre non vendable. Donc on ne peut pas céder. Ah. Là, il se pose, on dit qu'il se pose comme aliéné. Il a été aliéné de quoi, vous savez? De sa race. D'abord, puisqu'il pose un regard péjoratif, puisqu'il chauffe terre intérieure comme un inférieur pour ne pas dire autre chose. Parce que eux, ils étaient d'autres terres. Etc., etc. Donc, quel est le regard qu'il pose sur cette culture? Non, mais de qui? À qui appartient ce regard? Est-ce que c'est le sien? Non, non. Et donc, il se perçoit lui-même. Et il perçoit les siens à travers quels yeux? Du colon. Et donc, ça, qu'est-ce qu'il a dans sa pensée? Qu'est-ce qu'il porte dans sa tête? Le discours Du colon. Le discours colonial qui a fait de lui cet infériorisé qui cherche à tout prix à fuir cette infériorité. Et cette phase, elle est... On n'a peut-être pas suffisamment montré que le colonialisme ne se contente pas d'imposer sa loi au présent et à l'avenir du pays dominé. Le colonialisme ne se satisfait pas d'enserrer le peuple dans ses mailles, de vider le cerveau colonisé de toute forme et de tout contenu. Par une perversion de la logique, et par une logique coloniale tout à fait logique, il s'oriente vers le passé du peuple opprimé. C'est-à-dire, l'avenir, là, même le passé, il te réécrit. Et d'ailleurs, l'histoire est écrite. L'histoire est écrite Par les vainqueurs. par les vainqueurs. Le vainqueur n'a pas toujours raison. Bah, mais l'histoire est écrite par eux. Il s'oriente vers le passé du peuple opprimé, le distord, le défigure, l'anéantit. Attendez un exemple du passé. Appelez un exemple de ça. Excellent. Quoi d'autre? Non, le mythe par excellence qui justifie la colonisation. C'est quoi? La civilisation. Jabona la civilisation, oui. Et donc, qui jaouch sabo? والو ما لقاو والو. Le néant. Le néant. Sabo le néant, sabo un marécage. Et ils l'ont transformé en Éden. C'était sabo un marécage. Alors que Bujoud, de son propre aveu, باش دير سياسة الأرض المحروقة، ça veut dire que الأرض هذيك ما موش حرق الريح. Et ce mythe-là, ce qu'on appelle terra nullius, c'est-à-dire une terre sans propriétaire, un marécage, comment on l'a transformé aujourd'hui? Le mythe de départ, c'était une terre vierge, un marécage, de le colon de paradis. Ou de quelque chose on transformé là. On l'a saccagé. Voilà, alors on a un paradis, on est en train de saccager. Raison pour laquelle coule dans la zone, c'est beaucoup de temps. Tu es français, mais quand tu es. Ouais.